Hello, bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue une fois de plus à cette session euh, WS. Nous avons notre invité Jean-Christophe qui est spécialiste en engagement management chez AWS et spécialiste aussi dans la migration. Donc, comme hôte, je suis Antoine Poulain, ingénieur DevOps chez Data Scientist, accompagné par Con Stevales, ingénieur chez Cloud Guru. Ok, super top. Donc, durant cette session, l'idée, c'est de vous partager le inside view, de vous permettre d'avoir une vue de ce qui se passe réellement en entreprise, de ce qui se passe dans la vie d'un ingénieur ou dans la vie de quelqu'un qui travaille déjà dans le métier. C'est clair que vous avez déjà eu certaines expériences en ce qui concerne les hands-on démo lab. Mais maintenant, qu'en est-il du quotidien? Comment est-ce que ça se passe? Donc là, on a Jean-Christophe qui est là pour nous parler de son expérience, de son parcours, d'où est-ce qu'il a commencé, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées et quelles sont les différentes activités qu'il opère durant ses journées. Donc, sans toutefois tarder, je passe la main à Jean-Christophe. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir une interaction en anglais, bien que le support soit en anglais, n'hésitez pas à laisser des messages en commentaire. Et d'ici la fin de cette session, il va y avoir une séance de tirage au sort. Donc, pour tous ceux qui se plaignent tout le temps des factures, des instances EC2 sur Amazon, vous aurez la possibilité de gagner du crédit bonus qui va vous permettre de lancer vos labs et de travailler aisément. OK, Fun, anything to add? I just want to say good morning and welcome everyone to this journey to the cloud from the perspective of our guest speaker, Jean-Christophe Alonso. And it's one of those sessions where we look at not necessarily the technology, but also the human aspect on, his personal journey and also maybe from a company's perspective, what can actually lead someone or a company to move from no cloud to cloud, right? And Jean-Christophe is a senior engagement manager. He has a lot of experience in this domain. So personally, I'm eager to listen to his story. And he's also perfectly bilingual. The session is going to be mostly in French, but as Antoine mentioned, please do not hesitate to raise your questions in the chat. And with that, I think we can pass the floor to Jean-Christophe. Jean-Christophe, bonjour, bienvenue encore et merci. Merci à vous. Alors, merci Antoine et Fon de me laisser l'audience et cette session. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. Et j'espère que c'est que le début d'une collaboration. Donc, oui, j'ai appelé cette présentation mon voyage dans le cloud. Et j'ai trois parties majeures dans cette présentation. Je vais essayer de tenir en 30 minutes. Je pourrais parler des heures sur ce sujet qui me passionne. Je vais vous décrire d'abord qui je suis, vous présenter rapidement deux aspects de mon métier qui sont l'organisation Amazon, qui est vraiment une organisation assez spécifique en termes de valeur, à travers ce qu'on appelle les leadership principles. Je vais vous préciser ensuite quel est mon rôle très précis dans cette organisation. Et après, je vais vous montrer deux points principaux. Alors, j'ai essayé de condenser, mais je vais expliquer ce que c'est qu'une cloud migration de data center ou ce qu'on appelle une mass migration. Comment on contacte des organisations qui peuvent être assez grosses, hein, de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 employés, et comment on les accompagne et quels sont les mécanismes qu'on doit mettre en place pour les aider à migrer de data center physiques vers nos technologies et nos services. Et je vais vous donner un exemple très précis qui s'est déroulé il n'y a pas plus de 2 semaines, où j'ai accompagné une compagnie et je l'ai aidé en 2 jours, en 3 jours plus exactement, à migrer 2 applications sur le cloud. Bon, et je vais vous montrer, illustrer cet exemple. On va essayer de faire tenir tout ça en 30 minutes et surtout, n'hésitez pas à m'arrêter ou à me poser des questions. Alors, qui je suis? Ça fait 30 ans que je suis dans l'IT. J'ai commencé il y a 30 ans dans une toute petite société qui a été absorbée après par ce qu'on appelle le groupe Neurone, qui est un grand groupe français dans l'IT. J'ai ensuite rejoint une autre société, Atos, qui est une société où je me suis spécialisé sur ce qu'on appelle l'infogérance. Donc, plutôt des métiers autour de
la production et le delivery. Et après, j'ai rejoint Veolia, qui est une société cliente qui effectue des métiers de service et ce qu'on appelle l'économie circulaire, mais c'est principalement la revalorisation des déchets et le traitement de l'eau, qui sont leurs plus grands business. Et au sein de cette société, j'ai eu l'opportunité d'avoir un projet qui me permettait de vider le data center de Veolia et de le migrer sur AWS. Donc, c'est là que j'ai découvert deux choses importantes dans cette technologie et je trouvais ça formidable à l'époque. Donc, c'était il y a 7 ans à peu près maintenant. La scalabilité, évidemment, était quelque chose d'extraordinaire pour moi. La fiabilité, ce qu'on appelle la reliability, mais là, on va dire la redondance. Tous les services proposés. Donc, ça, c'était des aspects déjà que je trouvais extraordinaires en termes de techno. Mais ce qui m'a le plus surpris à l'époque, c'est vraiment la culture des interlocuteurs que j'avais en face chez AWS et j'étais à chaque fois impressionné non seulement par le niveau technique des collaborateurs de cette société, mais aussi par leur capacité à toujours trouver une réponse. Et je trouvais qu'il y avait vraiment un shift, un discours vraiment différent entre des collaborateurs d'AWS qu'on pourrait comparer à un éditeur ou un provider de services informatiques et les providers de toutes les autres sociétés que j'avais déjà pu rencontrer. Alors, je ne vais pas les citer, mais très clairement, il y avait une efficience, une efficacité qui me plaisait beaucoup. Et j'ai eu l'occasion de rejoindre AWS il y a maintenant 3 ans. Je suis ce qu'on appelle engagement manager, je vais préciser ce rôle. Mais en gros, je travaille dans surtout l'IMIA, donc Europe et Afrique. L'un de mes plus gros projets de migration s'est déroulé en Afrique du Sud, notamment. Et j'effectue soit le setup de ce qu'on appelle les foundations, donc ce qu'on va appeler aussi une landing zone, quand on crée un nouvel environnement, soit je contribue à des projets de data, soit je contribue à des projets IoT, ou soit je fais de l'advisory, c'est-à-dire que j'assiste les personnes sur l'organisation. Mais bien évidemment, mon dada et puis mon expérience favorite, c'est le fait d'accompagner les organisations assez grandes en effectuant de la mass migration. Alors, pour continuer sur ma présentation, un petit point particulier sur ma propre personne. Donc, moi, je suis originaire un tout petit bout de la France qui s'appelle la Martinique, qui est une île qui est perdue, on va dire, au milieu de l'océan Atlantique. Mais j'ai un rattachement très particulier au Cameroun, puisque ma femme est camerounaise. Donc ça, c'est des photos qui datent de maintenant, il y a quelques années, de ma cérémonie de mariage, quand j'ai dû porter la dot au village pour pouvoir me marier. Euh, et évidemment, voilà, j'en ai un très particulier avec le Cameroun et la culture camerounaise. Euh, Là, je vais essayer d'expliquer. On pourrait tous en parler pendant des heures, hein, parce que c'est un sujet très, très long et c'est un point de culture important. Au début, quand on explique ce que c'est que les leadership principles, euh, ça peut paraître assez abstrait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au sein d'AWS, nous avons donc 16 principes qui sont pour nous des fondations et des valeurs. Alors, derrière chacun de ces mots ou de ces bullet points que vous voyez, il y a vraiment des phrases et les principes se détaillent. Le principe le plus important pour nous, le leadership principle principal, c'est la customer obsession, c'est-à-dire le client doit être notre concentration et notre source d'intérêt principale. Et après, on a 16 principes qu'on étend et ces principes doivent nous servir au quotidien à orienter notre travail, notre réflexion, mais aussi la façon dont on va structurer des documents, dont on va réfléchir, prendre des décisions, voire les confronter entre différents collaborateurs. Et chacun de ces principes peut avoir des mécanismes détaillés derrière, mais sert souvent, le plus souvent au quotidien, à structurer notre travail et nos livrables. Alors moi, chacun a des principes auxquels il est plus ou moins attaché. Moi, je suis ce qu'on appelle un bias for action. Ça, c'est mon leadership principal préféré. Ça consiste à dire qu'il faut réagir rapidement par rapport aux besoins du client. Certains principes peuvent être parfois en contradiction, hein. On peut avoir un contraste entre le fait de dire j'agis rapidement et
On a aussi le fait de think big ou de faire du détail dans son travail. Donc, deux principes peuvent être en confrontation, mais l'idée, c'est que derrière ces 16 principes, on a vraiment une structuration et cela permet aussi d'aligner les gens sur la façon de travailler. Je ne vais pas en parler trop longtemps parce que c'est vraiment un sujet qui pourrait occuper longtemps, ou voir toute la conférence, et il y a d'autres principes à voir, mais je serais ravi de l'expliquer à d'autres occasions. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ce qui nous permet à tous les employés chez Amazon, quel que soit notre travail, hein, cela va au-delà d'AWS, ça concerne aussi les employés du groupe Amazon. Ils nous permettent de travailler et d'orienter et d'axer notre façon de délivrer au jour le jour. Alors, j'utilise très, très souvent cette image. Alors, je l'utilise dans deux contextes. Des fois, quand je travaille avec ce qu'on appelle des rookies, donc des gens qui ont récemment intégré la société, et aussi parce que dans mon métier d'engagement manager, je travaille souvent avec ce qu'on appelle des partenaires. Donc, ça va être des sociétés tiers d'AWS qu'on utilise dans notre contexte parce qu'on a besoin de structurer l'activité, on a surtout besoin de la scaler, c'est-à-dire d'accompagner un client sur un gros projet, et il n'y a pas assez d'employés chez Amazon pour pouvoir l'exécuter. Et de ce fait, on délègue une partie de cette activité à un tiers. Et l'image, en fait, c'est l'image du poisson et de la canne à pêche. Pourquoi? Parce que ce qui oriente notre travail au quotidien, et c'est un principe que je pense que j'avais déjà chez moi et qui m'a plu et qui m'a encore plus motivé pour intégrer cette société, c'est que Amazon, il y en a une approche qui est à long terme. On pense toujours à long terme. Et l'idée, c'est qu'au quotidien, ce que j'apprends à mes partenaires ou à certains collègues, c'est que il faut réfléchir au quotidien à savoir si vous donnez à votre client du poisson ou une canne à pêche. Et l'objectif, c'est si quelqu'un a faim, enfin, si ça va toujours servir de lui donner du poisson, mais c'est beaucoup plus intéressant de lui apprendre à pêcher. Et je pense au quotidien à ça lorsque j'effectue la livraison de livrables à mes clients. Est-ce que je lui donne vraiment quelque chose qui aboutit et qui va lui apporter de l'autonomie? Pourquoi? Parce que l'idée, notamment chez nous ProServe, ce n'est pas de livrer quelque chose à un client pour qu'il l'utilise, mais c'est au-delà de ça, de lui donner la capacité à ce qu'il puisse le faire lui-même. Donc, on a une notion d'enablement, de training, de formation qui est très, très importante dans notre activité. Pourquoi? Parce qu'on souhaite que les clients développent bien évidemment l'utilisation de nos services. Et l'idée n'est pas qu'on soit dans une approche de delivery qui peut être une approche assez classique chez des consultants en informatique, mais beaucoup plus dans une approche où on leur donne la capacité. Et du coup, si j'ai un conseil à donner, parce que c'est quelque chose que j'ai essayé d'appliquer, c'est penser toujours à une approche à long terme avec vos clients. Ne pensez pas simplement au fait à l'activité qui va vous générer du revenu. Pensez plus à qu'est-ce qui va apporter plus de valeur au client. Pourquoi? Parce que vous en tirez plus de confiance, plus de fidélité de la part d'un client. C'est très important, ça, pour nous. Je ne sais pas si là, je vais faire un petit break, puisque après, on va aborder d'autres sujets, mais est-ce qu'il y a peut-être déjà, is there any questions about my journey, my career? Feel free to ask before we go on the other part of the presentation. Ok, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer, et de toute façon, vous pourrez me poser des questions à tout moment. Je rajoute juste cette citation qui est une citation qu'on récupère et qu'on répète régulièrement chez AWS. We are tactically impatient and strategically patient. Et ça symbolise cette approche long terme qu'on essaye d'avoir avec tous nos clients. On essaye de réfléchir à quel est l'outcome maximum pour ces derniers. Rapidement sur le métier d'engagement manager. Je pourrais, là encore, évoquer un milliard de choses sur ce boulot, mais l'idée principale, c'est que c'est un métier qui se compose à la fois de ce qu'on appelle un programme manager et un coach agile. Donc, un programme manager, ça va être un chef de projet qui est responsable de la coordination de différentes ressources
qui va équilibrer et essayer de définir avec le client un outcome, un livrable bien précis, qui va à côté de cela essayer de setup, mettre en place une organisation, une gouvernance, des réunions avec le client pour surveiller la progression, faire un reporting sur cette dernière et bien sûr s'assurer que tout le travail qu'il doit effectuer est effectué dans un temps et dans un budget prédéfini. J'ai un collègue qui dit régulièrement que un engagement manager chez AWS, c'est un programme manager d'une autre société, mais sous stéroïdes. Alors, c'est un travail qui est assez challenging, pour utiliser un euphémisme. On a beaucoup de pression, on peut le dire, mais c'est un travail qui est passionnant pour moi, une fois on a set up un environnement et surtout une confiance avec le client. Alors, ces deux photos. Donc là, je vais vous présenter, on va basculer plus sur c'est quoi mon activité au quotidien. Il y a deux photos. La première, celle de gauche, là, avec les messieurs qui portent un gros volume dans un camion. En fait, c'est un disque dur, ça. C'est un disque dur IBM de 5 mégaoctets qui date de 1965. À l'époque, ça valait des millions de dollars. Et la photo de droite, c'est mon doigt. La première fois que j'ai éteint un mainframe IBM, donc en 2017 de mémoire, dans le cadre d'une migration vers le cloud. On avait un mainframe IBM qui hébergeait plusieurs centaines de bases de données. Il devait y avoir une quinzaine de ce qu'on appelle de partitions LPAR, donc des serveurs virtuels IBM dessus. Et ce jour-là, j'ai éteint cette machine qui était très critique pour l'organisation à l'époque, parce qu'on avait finalisé une migration vers le cloud. Alors pourquoi ces deux illustrations? Alors déjà, c'est pour dire que le métier de move de data center, c'est-à-dire le fait de déplacer des ressources IT pour une organisation d'un endroit A à un endroit B, ou d'une techno A ou d'une techno B, ben, c'est un métier qui est très vieux en fait. Mais la particularité, c'est que le cloud apporte des paradigmes, des moteurs qui sont différents et qui permettent de porter la migration et de l'accompagner avec un aspect de transformation qui est très important. Et c'est ça qu'on va voir dans les slides dessus. Ce n'est plus tout à fait de la migration. On parle de cloud migration, mais on devrait plus parler de cloud transformation. Et c'est ça qui est très important. Très important. Et du coup, la vraie question, c'est quelles sont les opportunités lorsque un client ou une organisation vient vous voir et vous dit je veux faire une migration vers le cloud, mais quelles sont les opportunités et quelles différences par rapport au fait de déménager du matériel informatique? Et du coup, ça pose trois questions. Pourquoi les clients démarrent leur migration? Qu'est-ce qu'ils souhaitent effectuer à travers cette migration? Et des fois, ils ne le savent pas, mais ils ont déjà la réponse. Et bien sûr, quelles sont les principales difficultés, parce que c'est pas forcément simple. Alors, le premier point ou la première value qu'il tire d'une migration, c'est le fait de gérer de l'obsolescence. Évidemment, le cloud apporte un point qui est fondamental, c'est qu'il vous permet d'utiliser des services, notamment serverless, qui vont diminuer tout votre aspect de maintenance que vous avez effectué quand vous avez un data center en hardware. Et ça, c'est fondamentalement une valeur pour une organisation parce qu'elle peut concentrer son énergie sur autre chose que de la maintenance informatique et se concentrer sur de la value, du time to market au niveau de son travail. Et le premier conseil que je donne aux organisations quand elles veulent passer ce pas-là, c'est tout de suite de voir, lorsqu'elles veulent gérer de l'obsolescence, comment elles doivent créer des librairies ou effectuer ce qu'on appelle du YAC, donc du CloudFormation, utiliser du Terraform pour créer des librairies par rapport je dirais, aux frameworks les plus communs qu'ils peuvent utiliser sur leur data center on-prem. Typiquement, s'ils font du PHP et du LAMP et que c'est une technologie qui est couramment utilisée dans leur data center, je leur dis, ben, réfléchissez à tout ce qu'il y a de plus commun et on va essayer d'établir à travers dans l'infrastructure as a code. Donc, encore une fois, Terraform, CloudFormation, mais il y en a bien d'autres. Faites un template qui sera générique et qui pourra être utilisé par tous les collaborateurs IT. Le deuxième point qui est important pour les organisations, et
c'est souvent un autre bénéfice du cloud, c'est que le fait de déplacer, c'est comme un déménagement d'appartement, ben, on vide. On accumule souvent beaucoup de choses chez soi, et ben, c'est pareil pour les data centers. Et parfois, euh, j'ai déjà vu des situations où non seulement on ne se rendait pas compte que certains assets étaient possédés, c'est-à-dire qu'il y avait des services IT qui tournaient et on finissait par les oublier et à les laisser tourner alors qu'ils n'étaient plus utilisés. Et j'ai même déjà vu des cas qui allaient au-delà de ce sujet, c'est-à-dire j'ai vu des cas où euh, les services étaient utilisés, on était persuadé qu'ils servaient à quelque chose et on a finalement constaté que le business ne s'en servait plus. Donc, le fait de migrer et le fait de bouger, ça permet de faire une revue en profondeur de son patrimoine et de le diminuer, de l'optimiser, ce qui permet de réduire les coûts. Évidemment, un des troisièmes points, et souvent c'est un des points qui est générateur de cette migration, c'est que des organisations peuvent être confrontées à des brèches de sécurité ou à de gros soucis de disponibilité. Je pourrais rajouter aussi de performance par rapport à des solutions. Et du coup, ils ont besoin de bouger, de déplacer leur service sur le cloud pour arriver à quelque chose de beaucoup plus résilient. Du coup, c'est quoi les principales attentes autour d'une mass migration? Ben, c'est le fait déjà de mettre à la capacité pour les organisations à avoir plus de fiabilité et plus de disponibilité et surtout de diminuer le nombre d'incidents. Quand vous êtes sur le cloud, on a des ABAC, je ne les ai pas en tête, mais je pense que la diminution du nombre d'incidents doit être de l'ordre de 60 ou de 70% de mémoire. C'est-à-dire que c'est le volume en moins de problèmes que vous allez avoir parce que vous allez être reposé sur une architecture hardware qui est gérée par AWS et qui est beaucoup plus fiable. Le deuxième avantage que vous allez tirer, c'est évidemment le fait d'avoir des équipes applicatives qui vont pouvoir gérer directement leur environnement. Alors ça demande évidemment plus de setup sur la partie DevOps, sur votre gouvernance, mais vous pouvez donner à des équipes applicatives la capacité de monter, détruire leurs propres artefacts dans leur propre compte. Et ce type d'organisation est tout à fait possible sur le on-prem, mais elle ne fait pas partie du cœur historique. Très souvent, quand on avait des data centers sur les environnements on-prem, on avait une équipe de production qui était toute puissante, je dirais, et qui était la seule à avoir l'accès aux environnements et à leur partie physique. Et cela diminue la capacité des équipes applicatives à déployer de nouvelles solutions. Donc, l'enablement des équipes applicatives, le fait d'augmenter l'agilité, le fait d'augmenter le temps pour délivrer à travers de la CI/CD, à travers de l'infrastructure as a code, donc ce qu'on appelle du Terraform ou tous les scripts qui nous permettent de décrire et ensuite de déployer l'infrastructure, sont des gains énormes pour une organisation. On a aussi la capacité d'établir une nouvelle data stratégie et de sortir d'approches où souvent on a une seule marque de base de données qui doit tout faire. Donc là, on passe plutôt sur des approches où on crée des bases de données qui sont orientées sur des besoins précis. Et les points que j'ai déjà évoqués, hein, bien sûr, le fait de diminuer, d'optimiser et de documenter sont des points très, très importants. Dernier point, alors souvent c'est le moteur pour les organisations, c'est le fait de réduire les coûts IT. Je le mets en dernier, pourquoi? Parce que la réduction des coûts, pour moi, doit être le dernier des facteurs qui orientent la transformation vers le cloud. Ceux que j'ai cités au-dessus, pour moi, ont beaucoup d'apports. Très souvent, les organisations prennent quand même le pas de cette réduction IT pour pouvoir effectuer cette migration. Mais je pense que ça ne doit pas être le moteur principal. Ceux que j'ai cités au-dessus sont bien plus importants à mes yeux. Alors, juste pour donner un ordre d'idée, ma première migration cloud, la réduction des coûts était de l'ordre de 30 à 40%. Alors, on parle de volume pour des organisations qui ont plusieurs dizaines de milliers d'employés. On parle de volume de plusieurs millions d'euros par an pour gérer ce type de budget. Et forcément, une réduction de 30%, c'est une opportunité pour eux de créer de nouveaux projets informatiques.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. If you have any question, feel free to ask. If you want me to repeat or be more clear in English as well, feel free to raise your hand, guys. Okay? Yes, I have a small question. Yeah. Oui, tout à l'heure, vous avez mentionné le fait d'effectuer une migration. Déjà, pour qu'une entreprise effectue une migration, il faudrait qu'elle ait déjà ses serveurs qui tournent local. Maintenant, qu'en est-il du coût de la migration? Est-ce que si le coût de la migration est élevé, de continuer à opérer cette infrastructure en local, ça va toujours être judicieux pour l'entreprise d'aller vers le cloud? Ah, c'est une très bonne question, Antoine. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est la problématique du double run. Donc ça, on y est très souvent confronté. Euh, euh, il y a un facteur qui est très simple, hein, c'est lorsqu'on commence à faire une migration vers le cloud, moi, je conseille aux organisations deux choses déjà. C'est de se concentrer sur un seul hyperscaler. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer de faire une approche multiscaler et d'avoir vraiment une rationalisation ou un facteur de sélection de ce qui doit migrer et de ce qui pourrait rester on-prem. Très souvent, ils sont obligés de garder on-prem une partie de leur infrastructure pour des raisons de proximité avec des équipements qui ne pourraient pas aller sur le cloud. C'est de moins en moins le cas, très honnêtement, parce qu'on a des technos, notamment avec le Direct Connect, qui permettent, et aussi avec Hardpost, qui est le moyen de mettre en local une partie du cloud AWS. On a aussi les wave zones, de rapprocher le cloud des services qui doivent rester on-prem. Mais l'idée globale, c'est que le double run, c'est forcément un facteur de criticité. Ce qui permet quand même de réduire les coûts et de s'assurer, c'est d'effectuer un maximum de migration, très honnêtement, sur le cloud. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est important, ce qui diminue le coût, c'est le fait qu'il y ait nettement moins d'opérations. Pourquoi on va avoir nettement moins d'opérations? Parce que si on fait de l'automatisation, si on effectue correctement nos fondations, on va avoir besoin de moins de personnes pour maintenir le cloud que pour faire l'on-prem. Donc, très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils vont commencer timidement par mettre quelques services. Et quand ils voient la capacité opérée et surtout les gains qu'ils ont, ils poussent la migration au maximum en laissant le minimum sur l'on-prem. Pourquoi? Parce que c'est finalement l'on-prem qui va coûter très cher à maintenir par rapport au peu qui reste. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ok, parfait. For the other one, feel free to ask. Maintenant, les pires difficultés rencontrées par les clients, les pires ou les plus courantes, on va dire. Ouais, les principaux problèmes ne sont pas techniques, ça c'est très important, ils sont humains, en fait. Ça, je crois que c'est Ford qui disait à un moment donné, donnez-moi une entreprise, ce que je vais garder, c'est les hommes. Je ne vais pas garder les machines ou les technos ou les brevets, je vais garder les hommes parce que c'est ce qu'il y a de plus important comme capital. Et en fait, si on regarde, on va le détailler, tout est une question d'organisation, de communication et de réflexion et ce qu'on appelle d'alignement en interne. Alors l'alignement, ça consiste à dire, on a un point, il est fixé, ce qu'on appelle l'étoile du Nord chez nous, chez AWS, et tout le monde doit viser le même endroit. Et souvent, on peut tomber dans des organisations sur le fait que des personnes ont tout un point de vue différent sur la façon dont les choses doivent être effectuées. Un petit manque de discipline, on va dire. Du coup, le point d'aligner tout le monde, de communiquer, de dire, OK, on doit migrer, voici notre direction, voici la vitesse à laquelle on va le faire, voici comment on va le faire techniquement, c'est très, très important. Après, il n'y a pas de secret, toutes les organisations sont hiérarchiques, donc à un moment donné, il faut qu'on ait un big boss qui donne le pas à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est tous payés par notre travail au quotidien et souvent ces projets de migration s'accumulent par-dessus d'autres choses que les gens ont déjà à faire. Donc, il faut qu'il y ait un patron, un chef qui vienne et qui rappelle que le projet doit être prioritaire par rapport à ce qui peut être effectué autrement par les collaborateurs. Le troisième point, évidemment, c'est qu'il faut s'aligner sur la façon dont ça peut être fait. Il y a 3 vecteurs possibles quand on fait une migration. Je ne vais pas lire le reste, ce n'est pas très important, mais les vecteurs les plus importants quand on fait une migration, ils sont les suivants.
On peut aller vite. Pour aller vite, on pense qu'il existe on-prem, on utilise ce qu'on appelle MGN, ou on appelait auparavant SMS, c'est-à-dire qu'on copie complètement l'image d'un serveur qui existait on-prem et on le copie sur le cloud, sans se poser de questions. On fait la photocopie. Il y a une deuxième méthode qui se dit, qui va être plus intéressante et plus propre ou plus noble, qui va consister à dire non, mais cette machine, elle avait des petits soucis auparavant, donc j'ai besoin de la réinstaller, mais de la mettre au propre. Donc là, ça va être plus une étape où on va faire ce qu'on appelle du refactoring. Et il y a une troisième étape qui consiste à se dire, plutôt que de partir sur des instances EC2, je cite, je pense, Evans ou Fon tout à l'heure, on va plutôt essayer de faire du serverless et de partir sur du lambda pour une simple et bonne raison, c'est que ça coûte beaucoup moins cher qu'une instance EC2. Évidemment, si vous preniez cette troisième voie, ça va vous coûter beaucoup plus cher que de recopier les instances. Et en fait, il faut mettre d'accord souvent les gens dans l'organisation, et très souvent, dans toutes les organisations sur lesquelles j'ai fait des migrations, il y en a qui sont extrêmement motivés pour arriver à une cible serverless, et puis il y en a d'autres qui ne veulent pas se préoccuper ou qui veulent aller vite. Et parfois aussi, il y a la direction, parce que je te recite aussi, Antoine, migrer, ça demande du temps et des gens pour le faire. Donc, ça coûte des sous. Et des fois, le patron, il dit non, non, mais moi, je n'ai pas le temps de faire une migration très longue, donc vous me migrez en me photocopiant les machines. Je ne sais pas si je suis clair pour vous, mais il y a ces trois axes. La vélocité, la célérité, la modernisation possible et le fait d'épurer ou de nettoyer son patrimoine. Et tout ça définit la direction sur laquelle on doit aller, et ça fait partie des difficultés quand on établit une migration. Et je garde un dernier point, là, je ne cite pas tout le reste, mais parfois il y a de la résistance aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont effrayés à l'idée d'aller sur le cloud pour différentes raisons. Ils ont parfois l'impression qu'ils vont perdre leurs compétences, alors que ce n'est pas du tout le cas. Dans toutes les migrations que j'ai vues, les personnes qui venaient de l'IT et qui venaient de l'on-prem et qui ont basculé sur le cloud ont développer leurs compétences et leur employabilité. C'est-à-dire que le fait de travailler sur une techno comme AWS, ça vous donne beaucoup plus de perspectives en termes d'emploi. Alors, je parle sur le marché européen, mais je peux parler aussi pour le marché de l'emploi sud-africain. J'ai vu cet exemple où j'ai accompagné une banque et les employés qui ont participé au projet de migration ont non seulement développé leurs compétences IT, mais ont pu migrer vers d'autres organisations a posteriori de ce projet. How many times do I have left, guys? Because I can speak for 1 hour, but I won't. How many times do I have left? Because we are around 30 minutes. Yeah, about 30 minutes already. So I guess you might just start wrapping up and then we go to answers and questions. So questions and answers. Very quickly, je vous encourage à regarder ce qu'on appelle les 7 R. Ce sont les 7 chemins possibles de la migration. Voilà, on a 7 chemins possibles quand on fait une migration. On peut décommissionner, on peut relocaliser, on peut réhoster, on peut réacheter, on peut replatformer, refactorer. En gros, on peut partir de ma photocopie, toute simple, ou on peut aller jusqu'au fait de redéfinir complètement l'application. C'est ce qu'on appelle les 7 R, et c'est l'un des principes fondateurs des migrations et des transformations vers le cloud. Alors, je dis des migrations, même si vous migrez une seule application, c'est un point très important. C'est un schéma qu'on retrouve très couramment sur Internet, mais que vous pourrez réutiliser à souhait. Et ça vous permet de définir avec vos clients sa cible lorsque vous devez aborder un projet autour du cloud. OK, je vais passer tout le reste. Je voulais juste donner 2 points. La secret sauce des mass migration, donc ça, c'est ma vision de ce qui fait quelque chose de propre lorsqu'on effectue une mass migration. Le premier point, c'est qu'il faut partir doucement. Ça ne sert à rien de courir vite au début et d'essayer de commencer tout de suite une migration. Il faut partir par des basiques, et il y en a 2 qui sont importants. Le fait de faire une landing zone, donc établissez correctement votre configuration, votre VPC, vos patterns de sécurité, vos automates, la façon dont vous voulez gouverner.
et le fait de mettre des migration patterns en place. Donc, prenez le temps de faire du YAC pour les points les plus importants, les plus récurrents qui vont être utilisés. Il vaut mieux commencer doucement et finir vite que le contraire. Clairement. Il faut, encore une fois, s'assurer que tout le monde va dans la même direction et qu'on est orienté entre 3 vecteurs possibles pour une migration: aller vite, moderniser ou diminuer les coûts. Et le dernier point, c'est d'avoir une organisation agile et rigoureuse. C'est-à-dire qu'il faut constituer de petites équipes dédiées à des sub-subjects. Et une fois que ces petites équipes sont dédiées, on peut découper l'activité à travers plusieurs sujets. Et c'est très important. Il ne faut pas partir avec une équipe à 40 personnes qui fait tout et n'importe quoi. Il faut vraiment essayer de découper en petits sujets. Et chaque personne a une tâche précise ou un subscope précis, une appli, un pattern, une organisation de la sécurité effectuée. Et voilà. Rapidement, juste pour donner une idée, alors c'est pas illustratif, mais j'ai effectué il y a 2 semaines une migration pour une grande organisation en France. Et pour illustrer, cette organisation a beaucoup de mal en ce moment à effectuer des migrations. Et on met en place une mécanique qui est propre à AWS qui s'appelle les EBA, qu'on retrouve, qui est un workshop où on fait venir tous les gens sur site. Alors pendant la pandémie, on faisait ce type d'atelier en virtuel et on les réunit sur site pour physiquement découper l'activité. Comme je l'ai dit, c'est une organisation agile avec des petites équipes. Donc, une dédiée à une application, une dédiée à la landing zone, une autre qui peut être dédiée à la sécurité. Et chaque équipe a un objectif bien précis à mener pour pouvoir obtenir un objectif global au bout de 2 ou 3 jours de travail. Donc, on a effectué ça il y a 10 jours. Et en fait, en 3 jours, on a réussi à migrer 2 applications, là où l'organisation met 1 mois et demi ou 2 mois pour pouvoir effectuer le même type de migration en mode normal. Mais le simple fait de réunir les gens, de les découper aussi et de structurer l'activité ou de l'optimiser, ça permet d'effectuer ce type d'activité. Voilà. C'est tout. Je m'en tiens là pour le moment, mais je pourrais en parler beaucoup. Encore une fois, merci Fon et Antoine pour m'avoir apporté cette audience parce que j'aime beaucoup décrire mon travail et je suis ouvert aux questions. Et Et, yes, go je on. pense qu'avant qu'on prenne déjà les questions, je voulais juste inviter tout le monde à regarder un peu le chat. Il y a le lien pour nous donner votre feedback par rapport à cette session. Et il faut remplir le formulaire pour qualifier ou bien pour entrer dans le lucky draw du tirage au sort que nous allons faire dans quelques minutes. Mais personnellement, j'ai une question pour Jean-Christophe. Il y a toujours la résistance pour adopter le cloud. Un cas particulier, c'est la souveraineté de données. Donc, j'aimerais savoir en tant que engagement manager pour AWS, je me rappelle un client, une banque qui voulait adopter le cloud, il voudrait déployer les applications sur le cloud pour bénéficier justement de tous ces avantages et les technologies modernes, mais il y avait toujours cette contrainte de souveraineté de données. Donc, je sais très bien que tu as déjà parlé du Outpost et de Waveland et tout ça, mais j'aimerais que, bon, qu'est-ce que tu pourrais dire comme engagement manager à peut-être une société en Afrique qui a Alors, cette bah, contrainte? déjà, il y a des références, hein. Il y a je pense les 2 plus grandes banques sur le continent africain ont migré l'essentiel de leur data center sur AWS. Et que ce soit en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis, les plus grandes banques sont en train ou ont déjà effectué aux États-Unis, je crois, je ne dis pas de bêtises, National Bank, leur migration sur AWS. Et nous avons toutes les certifications au niveau européen ou mondial pour pouvoir héberger. Donc, il n'y a pas de contrainte de souveraineté et AWS s'inscrit à les assets, à les certifications pour pouvoir héberger des systèmes d'information. On est certifié par les plus grands organismes pour pouvoir héberger sur le cloud. Le deuxième argument que j'aurais vers ce type d'organisation, c'est un argument aussi qu'on aborde dans le cadre des problématiques de migration, et que je n'ai même pas cité ici, mais très souvent, quand on héberge on-prem, on est obligé de reposer sur ses propres équipes IT. Et
il y a une limite à ce qu'on peut faire, notamment en termes de sécurité. Donc, le deuxième avantage à migrer, notamment pour des organismes financiers, c'est qu'en bénéficiant de nos services de sécurité, vous aurez un niveau de sécurité que vous ne pouvez pas atteindre on-prem. S'appuyer sur un firewall qui est géré par AWS sera infiniment plus efficace que de monter son propre firewall avec ses équipes parce que vos équipes n'ont pas les moyens ou la capacité qu'ont des équipes à Amazon. Évidemment, vous êtes responsable du paramétrage. Des erreurs sont toujours possibles, mais la techno utilisée, elle est maintenue par un tiers qui a beaucoup plus d'aptitude que vous et beaucoup plus de moyens que vous. Le troisième point, c'est que oui, dans certains cas, on peut avoir des problématiques, mais elles sont très rarement de l'ordre du légal, elles sont plus de l'ordre de ce qu'on appelle la latence, que j'expliquais. Et comme on disait, Outpost ou Wavelength peuvent être des solutions qui vous permettent de contourner ces problématiques de latence ou de souveraineté. Très sincèrement, ça fait 7 ans que je travaille avec AWS. Je n'ai jamais vu un client qui avait une véritable contrainte de souveraineté. Alors, je travaillais sur le marché EMEA et je n'ai pas vu tous les clients. Et il y a des clients qui ont des cas où on peut avoir de la classification de données. Mais en tout cas, je n'en ai pas vu dans le secteur financier. J'en ai vu dans d'autres secteurs. Le secteur de la défense, forcément, est un secteur beaucoup plus sensible avec des intérêts nationaux. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais dans le secteur financier, j'en ai pas vu personnellement. Mais voilà, c'est la OK. réponse que je ferai au client. Ouais. Je OK. pense que pour ajouter un dernier point à tout ce qui a été dit de Beau, il y a aussi ce qui concerne le règlement général sur la protection des données, pendant du type de données qui est en transition et où est-ce que ces données sont en train de transiter. Oui, mais le règlement de la donnée, c'est plus une façon de la traiter qu'un endroit où l'héberger. C'est beaucoup plus ça. Enfin, en tout cas, dans les règles européennes, actuellement, on discute plus de la façon dont la donnée doit être traitée, régulée, historisée et doit pouvoir être supprimée pour l'utilisateur que d'un endroit précis où on doit l'héberger. Après, c'est un débat qui va rester et je pense que il va notamment rester très longtemps en IMIA, cette problématique de souveraineté. Mais ça rejoint un point important et je vais finir là-dessus. Il faut déjà que le client soit capable de correctement classifier sa data. C'est-à-dire que souvent dans des organisations, dans les cas où j'interviens, moi, on peut avoir 50, 100, 300 applications. Le client, très souvent, ne sait même pas lui-même où se trouvent les données, comment elles sont réparties entre les différentes applications, et il a pas cette cartographie. Et à partir du moment où il est capable de l'établir, il sait parfaitement ce qu'il est capable de migrer en fonction des lois qui peuvent exister. OK. J'ai juste une autre question, un follow-up sur ma première question. C'est par rapport à le secteur défense. Je sais qu'aux États-Unis, il y a un cloud qui est dédié pour le gouvernement. Je pense que c'est .gov, AWS.gov, quelque chose comme Tout à fait. ça. Je sais Il y a pas deux s'il y zones. a, Il y a deux zones ouais, aux États-Unis dédiées au gouvernement américain. Ouais. je sais pas s'il y a quelque chose pareil en Europe aussi. Alors, pour le moment, non. Il y a des initiatives. AWS en a une et je sais que nos concurrents en ont une pour pouvoir établir ce genre de zone. Mais il n'y a rien qui est établi qui est comparable à US Gov 1 et US Gov 2 aux États-Unis. On n'a rien d'équivalent pour le moment. On avait des initiatives avec des partenaires qui auraient pu porter ces services à notre place, notamment une avec Thales, mais je crois qu'elle n'a pas de mémoire, elle n'a pas abouti. Et c'est ce que je connais. Non, pardon, je confonds. L'initiative, elle était avec nos concurrents Microsoft. Mais je sais pas, je sais pas si ce type de service. En tout cas, il n'y a pas un service aussi développé que US Gov 1 et US Gov 2 en Europe, très clairement. Ça n'existe pas pour le moment. OK, merci. Je pense que Richard avait levé sa main. So, Richard, do you have a question? Dans ma question, rejoignait la question précédente où on demandait, par exemple, où vous avez, par exemple, dit que pour que vous accompagniez, par exemple, les entreprises dans leur migration des données, il faut déjà, par exemple, qu'ils aient une cartographie de les données. Euh,
Donc, j'aimerais savoir quels autres éléments, par exemple, est-ce que vous évaluez pour assurer le readiness, comme on pourrait le dire en anglais, de ces entreprises-là pour Pour la les événements. migration, Ouais. alors, il y en a plein. J'utilise un fichier Excel en règle générale quand je fais cette cartographie c'est très important le terme que tu viens d'utiliser. Je ne l'ai pas utilisé dans la présentation, mais le readiness, c'est un keyword quand on fait des migrations. Il peut y avoir énormément de critères, puisque, encore une fois, on est orienté vélocité. Mais le point le plus important, c'est de prendre une vue du périmètre du client, de son patrimoine applicatif, juste au niveau des applis, et d'établir une vue sur un point très important, c'est le life cycle des applis. En gros, une application, ça vit, ça meurt. Ça vit 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis après, c'est remplacé par une autre, où une partie des fonctionnalités vont d'une première appli vers une deuxième, etc. Depuis qu'on a l'approche API notamment et qu'on fait des systèmes d'information modernes, les fonctionnalités et les données sont partagées entre plusieurs applications qui interagissent au quotidien. Et en fait, le life cycle, c'est le premier élément qui te donne la readiness d'une migration. Pourquoi? Parce que si j'ai une application qui va mourir dans moins d'un an, je ne vais pas me fatiguer à la migrer. Je vais faire mon effort sur les applications neuves, critiques, qui doivent être maintenues longtemps. Et les applications qui sont dans des life cycles courts, bah celles-là, je vais les éviter. Un autre point qui donne la readiness, c'est la techno utilisée par l'application elle-même. Une application qui est développée sur des serveurs x86, du VM, qui ne va pas dépendre d'une licence lourde, parfois liée à de l'on-prem, celle-là, elle va migrer rapidement. Et en fait, ça fait partie de mon travail, notamment en tant que M. J'essaie d'établir une cartographie et une note quand je commence une migration pour dire, voici les éléments qui favorisent la readiness, comme tu le dis, d'une application et sa capacité à migrer. En gros, ça va être une note à 4 points. Hein. En gros, à 4, on est en vert parce que la techno est récente. L'appli a été montée récemment et elle doit être conservée ou elle est pérenne pour l'entreprise. Et puis, on passe au rouge quand il y a des problématiques de licence, de capacité à transformer pour des questions techniques, ou parce qu'il va y avoir un vrai besoin de transformation pour s'adapter au techno-cloud, ou tout simplement parce qu'il y a très peu de gens, ou il n'y a plus de mainteneurs, ou que l'appli ne, n'est pas, n'a pas de sponsor derrière pour pouvoir migrer sur AWS.